Bonjour à toutes et tous. C'est effectivement un moment d'abord empreint de beaucoup d'émotions parce que Vincent Merle était quelqu'un qui était d'une grande sympathie avec toutes les personnes qui avaient la chance de le rencontrer. Et je crois une des premières fois où je l'avais rencontré, ça devait être il y a une quinzaine d'années lorsqu'il était encore le directeur de cabinet de Nicole Perry. D'ailleurs, c'était Aquitaine Cap Métier qui l'avait accueilli, l'AREPA, pardon, à l'époque, qui l'avait accueilli pour présenter une réforme sur la formation tout au long de la vie. Et lui, qui était passé dans sa vie professionnelle aussi par la NPE, avait évoqué le fait qu'on n'allait pas inventer une agence de la formation tout au long de la vie, mais qu'il y avait effectivement un besoin de l'accompagnement des personnes dans cette perspective. Et la démarche qu'il avait engagée en qualité de président d'Aquitaine Cap Métier ici montrait qu'il avait le souci de l'opérationnalité et dans une grande humanité. Donc forcément, c'est avec émotion que nous allons évoquer ces sujets aujourd'hui, mais aussi avec le plaisir que ce lieu rende hommage à son engagement, je dirais, sans faille pour ces sujets-là et puis aussi pour un territoire, l'Aquitaine et puis la ville de Bordeaux où son père fut un temps le directeur de l'Institut d'études politiques et un attachement affectif que Vincent avait gardé. Je me souviens quelques mois avant sa disparition brutale, comment il évoquait ses souvenirs de sa jeunesse à Bordeaux. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire, cher François Dubet, de vous présenter encore parce que vous êtes particulièrement connu et notamment ici à Bordeaux, où vous êtes professeur émérite de l'Université de Bordeaux, mais alors ça veut dire à la retraite, mais ça veut dire aussi très actif encore, c'est-à-dire qu'on continue quand même à suivre les travaux de thèse. Et puis ça veut dire aussi qu'on a souvent eu une carrière assez riche, et ça nécessite dans ce cas de peut-être pas vous présenter dans la diversité de votre champ de compétences, mais peut-être de rappeler certaines caractéristiques de votre trajectoire professionnelle. Puisque vous avez été directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, membre du centre Émile Durkheim, qui est un laboratoire qui est à la fois de sociologie et sciences politiques et qui est porté par le CNRS, l'IEP, l'Université de Bordeaux. Vous vous êtes intéressé aux mouvements sociaux et je pense que ce n'est pas inutile aussi pour comprendre les enjeux de l'école qui vous intéressent, les mouvements sociaux aussi bien en France qu'en Pologne et au Chili. Vous avez consacré vos premières études, et notamment un ouvrage 1987, La galère, Jeunes en survie, et qui a marqué les esprits. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais peut-être rappeler quelques-uns qui jalonnent votre parcours et qui montrent aussi la grande pertinence qu'ont eu les organisateurs de cette 20e édition de vous solliciter. En 1991, un ouvrage intitulé Les lycéens. En 1996, à l'école, sociologie de l'expérience scolaire avec Danilo Martuccelli. C'est intéressant aussi d'évoquer Danilo Martuccelli parce qu'en tant que sociologue, il s'est intéressé aux figures de la domination et notamment à la question de la responsabilisation croissante des individus. Vous évoquiez, vous, à quoi sert vraiment un sociologue, que finalement, une des premières idées reçues, c'est qu'il faut avoir un projet dans la vie. Et vous disiez que, si j'ai bien compris, que c'était un peu par hasard que vous étiez devenu sociologue. En 1999, pourquoi changer l'école? En 2000, avec Marie Durubella, et je pense que nous l'évoquerons peut-être davantage tout à l'heure dans la table ronde avec Jean-Louis Nambrini et Éric Verdier, un ouvrage qui est d'une grande actualité, L'hypocrisie scolaire pour un collège enfin démocratique. Un ouvrage consacré aussi à un autre grand projet de réforme qui a marqué l'histoire de l'éducation nationale, peut-être même s'il ne fut pas appliqué, mais il est resté dans les mémoires, c'est le plan Langevin-Wallon. C'était en 2004, oui, il a même lui-même oublié quelques-uns de ses écrits. Paul Langevin, Henri Wallon, qui étaient tous les deux professeurs au Collège de France et dont l'un était le président du groupe français d'éducation nouvelle aussi, avec donc une ambition émancipatrice de l'éducation très forte chez les deux, mais notamment chez Paul Langevin. L'école des chances, qu'est-ce qu'une école juste? Nous en discuterons sans doute cet après-midi. Les sociétés et leur école, là encore avec Marie Durubella et Antoine Verretou,
et qui montrait cette disjonction entre l'école égalitaire et la société égalitaire, les places et les chances en 2010, et peut-être tout à l'heure, Jérôme nous invitait une certaine provocation, le dernier titre, la préférence pour l'inégalité, donc un vaste champ de recherche sur ce sujet-là. Alors, moi, je ne suis pas allé voir du côté de Flaubert ou de Voltaire sur la question des idées reçues, mais du côté d'un sociologue, Raymond Boudon, qui, en 1986, à travers son ouvrage sur l'idéologie, l'origine des idées reçues, posait la question: pourquoi croit-on si facilement aux idées douteuses ou fausses? Il rappelait que c'est aussi avec la modernité et le fait que nous soyons sortis de la tradition que l'homme moderne est amené à se poser la question de la genèse des idées. Si elles ne sont pas d'origine divine, alors comment sont-elles produites? Et que finalement, c'est avec Napoléon, par, je dirais, condescendance pour Destutt de Tracy, qui avait inventé le terme d'idéologie, a lancé cette définition assez moderne de la notion d'idéologie qui désigne ces théories aussi abstraites que douteuses qui se prétendent fondées sur la raison ou sur la science et qui visent à dessiner l'ordre social et à orienter l'action publique. Ce serait donc ça, les idéologies au sens des idées reçues. Et donc la première question que j'ai envie de poser à François Dubé, quelles sont ces idées reçues qui continuent à animer, je dirais, l'approche des questions scolaires, et notamment une qui semble assez persistante, mais dont vous avez démontré qu'elle n'est pas vérifiée dans l'observation, c'est que lorsqu'une école est plus égalitaire, les trajectoires sociales devraient être plus égalitaires. Or, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette idée reçue, comment elle se nourrit et comment elle se perpétue? Merci. Je vais plutôt faire l'apologie des idées reçues. Parce qu'il y a un risque, toujours, c'est que les idées reçues, c'est les autres qui ont des idées reçues. Mes idées, évidemment, à moi, surtout à moi d'ailleurs, sont parfaitement incontestables. Or, il faut être raisonnable. La plupart des idées que nous avons dans le crâne sont des idées reçues. Quand j'étais au lycée, qu'on me demandait de me comporter comme Descartes et de mettre en doute chaque idée qui me venait à l'esprit, je trouvais que ça faisait beaucoup. Voilà. Et au fond, croire aux idées qu'on nous a mis dans la tête, c'est en général assez sage et assez bien, quoi. Je veux dire, c'est assez commode. Donc, la plupart des idées reçues sont plutôt vraies. Voilà, sont plutôt des idées vraies. On m'a dit que la Terre était ronde, je trouve que c'est plutôt vrai. On m'a dit que les saisons se succédaient, alors que j'en ai pas la preuve. Comme lecture de Hume, je n'en ai pas vraiment la preuve, mais quand même, j'ai plutôt intérêt à le croire. Enfin, je veux dire, on vit avec un certain nombre d'idées qui, dans l'ensemble, sont vraies. Donc, je vais parler d'idées reçues, évidemment fausses, mais les idées reçues, il faut quand même se rappeler que les idées reçues fausses sont au fond d'un panier de vastes idées reçues qui, dans l'ensemble, sont vraies. Voilà, sont démontrées à peu près banalement par l'expérience. C'est pour ça d'ailleurs que Descartes n'a pas passé sa vie à mettre en cause la totalité des idées qui lui venaient à l'esprit. Le pauvre garçon s'en serait pas remis. Alors pourquoi les idées reçues, c'est important? Je vais parler un peu de manière générale en prenant des exemples sur l'école, mais ne pas déflorer évidemment la conversation terrible que nous aurons tout à l'heure sur pourquoi la France paraît paralysée devant l'école. D'abord, il faut savoir que c'est une des premières choses qui m'avait surpris, je pense, quand j'ai fait mes études de sociologie, c'est les expériences de psychosociologues américains, dont le plus célèbre est Festinger, qui montraient que les idées fausses, on y tient considérablement et on préfère des idées fausses robustes à des idées vraies qui nous troublent. Autrement dit, dans le langage de la psychosociologie, ça s'appelle la dissonance cognitive. On préfère des idées fausses à des idées qui vont devenir dissonantes et qui vont nous forcer à voir le monde d'une autre manière. Voilà. Alors, l'exemple que donne Festinger est un exemple assez amusant, mais pas totalement, vous allez voir. Il étudie une secte qui est convaincue, qui annonce que la fin du monde aura lieu le 12 juin
je ne sais quelle année, 1957. Et dit, seuls seront sauvés ceux qui monteront sur la montagne, machin truc, et passeront leur nuit en prière, ceux-là seront sauvés, mais pendant la même nuit, le monde sera dévasté. Bien. Ils montent, ils prient, le monde n'est pas dévasté, et ils redescendent en disant, ça prouve bien que la prédiction était juste, car si nous n'avons pas prié avec autant de conviction, le monde eût été dévasté. Quand j'étais jeune, un secrétaire général de parti communiste, grosso modo, raisonnait comme ça. Chaque catastrophe politique prouvait que le parti se renforçait en s'épurant. Au fond, on aime nos croyances. Et toutes les croyances religieuses, d'ailleurs, en général, préfèrent la croyance, etc. Donc c'est quelque chose qui doit nous interroger, c'est que les idées reçues fausses sont des idées extrêmement robustes et qu'il ne suffit pas de démontrer qu'elles soient fausses pour remporter la conviction de ceux qui ont ces idées fausses, alors que nous, qui avons fait des études, nous savons bien que ce sont des idées fausses et que nous avons des idées justes. Mais pourquoi sont-ils si butés, voilà, devant leurs idées fausses? Alors je crois qu'ils sont butés d'abord parce que les idées fausses sont utiles. C'est pas complètement idiot d'avoir des idées fausses. Pour faire une petite allusion au collège de tout à l'heure, dont nous parlerons tout à l'heure, je me suis abîmé au sens aquatique du terme dans de nombreux débats les dernières semaines passées, et je me suis heurté chez la part de gens qui sont quand même des écrivains connus, des membres de l'Académie française, des grands éditorialistes de presse, à des idées manifestement fausses, mais qui les arrangent. Par exemple, cette idée que séparer les élèves en fonction de leur niveau supposé, c'est bon pour les élèves, que c'est bon pour les forts, ce qui n'est pas complètement faux, et que c'est très bon pour les faibles parce qu'on va beaucoup s'occuper d'eux. Voilà. Et qu'il y a deux sortes d'intelligence. D'ailleurs, vous le savez, l'intelligence abstraite et l'intelligence manuelle. La personne qui vous dit ça, en général, vous affirmera toujours que ses enfants ont une intelligence, comme par hasard, abstraite. Bon. Mais c'est bien de croire ça parce que ça vous permet en toute bonne foi de dire regroupons les latinistes, les enfants blonds, les mathématiciens, c'est bon pour eux et pour les autres. Et d'ailleurs, la totalité de l'expérience le prouve. Bon. Autre croyance, plus on consacre d'heures à l'enseignement d'une discipline, plus le niveau atteint par les élèves dans cette discipline augmente. Autrement dit, le cerveau humain fonctionne comme les usines Renault à Billancourt. Plus les machines tournent, plus il sort de voitures. La thèse des rendements décroissants, dont chacun fait l'expérience. Je veux dire, ma première heure de travail est assez efficace, la cinquième commence à être somnolente, et la sixième carrément contre-productive. Pas à l'école. Pas à l'école. Donc il est normal que les mathématiciens, les physiciens, les anglicistes demandent une heure de plus, parce que c'est automatiquement le niveau des élèves qui augmentera. On sait très bien qu'on n'en a jamais eu l'ombre de l'embryon, de l'esquisse d'une preuve, mais cette idée est fausse, mais utile. Elle est utile quand on croit qu'il faut développer ce genre d'affaires. Autre croyance, alors là, qui ces derniers mois a été absolument étonnante, c'est que plus une école est exigeante, c'est-à-dire plus les programmes sont ambitieux et plus le modèle de l'élite commande la totalité de la formation, plus c'est bon, parce que ça tire tout le monde vers le haut. Alors là, on a des récits, en général, aucun n'a rien à opposer, c'est les gens qui vous disent « Je suis issu du peuple, j'ai été tiré vers le haut par un enseignant », et je leur dis, mais tous les autres sont tombés pendant ce temps, il n'a tiré que vous, les autres, ça fait rien, on a oublié les autres, il n'y avait qu'à suivre. Bon, c'est une croyance, etc. Ce qui fait que vous pouvez dire, l'idée de socle commun est une démagogie, c'est l'effondrement programmé, s'occuper du sort des élèves les plus faibles en priorité, ou même moyens en priorité, c'est abandonner les meilleurs. C'est une idée fausse, mais c'est une idée utile. Voilà, pourquoi on y tient? Parce que si vous êtes membre d'une classe moyenne supérieure et que vous pensez que vos enfants ont des capacités scolaires qui leur permettront de réussir à l'école et d'atteindre de bonnes positions sociales grâce à cette réussite, vous avez objectivement intérêt à croire dans ces idées fausses. Et ne nous payons pas de mots.
j'ai jamais eu avec Alain Finkielkraut une discussion me disant « Allez Dubé, vous avez raison, je suis convaincu par vos arguments ». Je veux dire, c'est pas possible, c'est comme le type sur sa colline qui prie pour la fin du monde. Voilà. Tout démontre cette thèse. Mais quand je dis ça, je suis évidemment très méchant à l'égard des autres, mais n'importe quel d'entre vous pourrait me montrer que j'ai moi-même des idées fausses qui m'arrangent considérablement et qu'au fond, les idées fausses, c'est utile bien souvent. Dernière idée fausse, évidemment, qui est extrêmement importante aujourd'hui dans l'école, c'est que l'école doit avoir le monopole de la définition du mérite. C'est une idée absolument extraordinaire. L'école doit avoir le monopole de la définition du mérite, confier à d'autres qu'à l'école la mesure du mérite des individus, c'est rentrer dans des critères subjectifs, inavouables, indignes. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on trouvait encore des enseignements professionnels de l'éducation nationale très très hostiles à ce que le monde et les entreprises mettent ses mains impures dans la définition du mérite de gens qui allaient quand même finir par travailler dans les dites entreprises. On est dans... Bon, évidemment, ça s'explique parce qu'il faut maintenir des territoires, des carrières, etc. Deuxième force des idées fausses, qui sont les plus compliquées peut-être, c'est que les idées fausses fondent l'identité. Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Je veux dire à quelqu'un, tu crois en Dieu, c'est une idée fausse, c'est pas simplement lui dire, tu as fait une erreur de raisonnement. C'est lui dire, ce que tu croyais que tu es n'existe pas. Ton identité, tes racines, ta vision du monde, ton rapport à toi-même, c'est de la foutaise. Ce qui fait évidemment que jamais aucun argument philosophique n'a pu désarmer un argument de croyance. Parce que le risque pour celui qui croit est tellement supérieur à ce qu'on peut imaginer quand on ne croit pas, que évidemment l'idée fût-elle fausse, d'ailleurs, celui qui en général va condamner l'idée fausse du croyant, si le croyant était malin, il pourrait lui faire remarquer que les idées au nom desquelles il condamne ces idées fausses, c'est quand même une histoire de poutre et de paille dans l'œil du voisin, que je dis toujours quand je fais l'intervention. Actuellement, on a des débats un peu compliqués sur la laïcité à l'école. Les gens me disent qu'il ne faut pas que les croyances entrent à l'école. Je leur dis non, il ne faut pas. D'ailleurs, vous pensez que tous les individus naissent libres et égaux. Ils disent ouais, mais j'ai pas une croyance. Ben quand même un peu. Parce que franchement, on n'a pas plus de preuves que les hommes naissent libres et égaux que de Dieu en trois personnes. Mais bon, simplement on ignore que c'est une croyance. Donc on peut penser que les autres ont des croyances. Vous voyez, on est dans des choses un peu compliquées. Alors sur l'école, il y a des croyances extrêmement fortes et qui sont dans une large mesure très particulière à la France, de mon point de vue. C'est que l'école républicaine, donc vous voyez ce que je veux dire, l'école républicaine, Jules Ferry, mais ça commence un peu avant, Victor Duruy, enfin, voilà. Bon. L'école républicaine a fait la nation, elle a fait la République, elle a installé la modernité. Bon. Et si vous croyez ça, eh bien, quand vous touchez à l'école, vous détruisez la nation, la République et la démocratie. Si vous vous êtes donné le mal de lire les articles de gens pourtant normalement intelligents, voire bien informés, comme Jacques Julliard, par exemple, ces derniers temps dans Marianne, le type vous dit, si on enlève le latin en 6e, la nation ne s'en remettra pas. C'est pas moi qui l'invente. Quelqu'un comme les lieux de mémoire, excusez-moi, Nora, qui apparaissait comme un homme raisonnable, dit, si vous touchez à l'enseignement de l'histoire, la France s'effondre. C'est-à-dire que vous pensiez que vous aviez affaire à Nora, en fait, vous aviez affaire à la vis. Bon, c'est-à-dire à un récit national de Vercingétorix jusqu'à
jusqu'au général de Gaulle en passant par Philippe le Bel. Enfin, bon, voilà, donc vous êtes là dans les idées fausses, c'est très compliqué, parce qu'elles fondent très largement l'identité. Et l'école est un lieu où ces idées sont extrêmement fortes. D'ailleurs, elles sont si fortes que bien souvent, elles peuvent recomposer des mémoires personnelles. Ça c'est une chose qui me frappe énormément. Quand j'interviewe des gens de mon âge, ou des gens de l'âge de mes enfants, c'est-à-dire des gens qui sont allés à l'école élémentaire, comme moi dans les années 50, ou qui, comme mes enfants, sont allés à l'école élémentaire dans les années 70, et qui me parlent de leurs souvenirs scolaires, eh bien non. Ils sont allés à l'école du père de Marcel Pagnol, contrairement à ce qu'on imaginait. Ils vous racontent des trucs ahurissants. Ahurissants. Les tableaux, les bonnets d'âne, les instituteurs, sortes de saints locaux, etc., etc. C'est pas vrai. Ça crée même ce que les psys appellent des faux souvenirs, d'une certaine façon. Mais il n'empêche que c'est des souvenirs vrais. Ils ont beau être, entre guillemets, scientifiquement faux, ce sont des souvenirs qui constituent une identité. Je crois qu'il faut bien comprendre ça, en particulier tous les sentiments qu'on appelle, qui reposent sur l'imaginaire, sur la fraternité, etc., sont évidemment des blagues. C'est des blagues. J'évoquais tout à l'heure avec vous, on parlait de la bataille de Castillon-la-Bataille. Castillon-la-Bataille, dernière grande victoire des Français qui voûtent les Anglais hors de France. En réalité, première grande défaite des Girondins, que des barbares français expulsent du marché du Pinard, et ça va être le début de l'horreur. D'ailleurs, on fait la grosse cloche à Bordeaux, non pas pour se protéger des envahisseurs du dehors, mais pour se protéger des émeutiers du dedans, qui se soulèveraient contre le roi de France. Ça fait rien. Ce qui compte, c'est que la bataille de Castillon soit un épisode de la grandeur nationale, on n'en a rien à faire, etc. Donc, c'est des idées fausses, je voudrais bien me faire comprendre, mais c'est des idées fausses dont on ne peut pas se défaire aussi facilement que ça. Voilà. Et l'école est remplie de légendes, d'idées fausses, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a quelque chose d'encore pire pour les idées fausses, c'est que les idées fausses auxquelles on croit deviennent vraies. Voilà. C'est ce que les sociologues appelaient, quand j'étais étudiant, le wishful thinking pour faire chic, ou le théorème de Thomas. Bon. Alors, dans le cas de l'école, c'est extrêmement simple. Si vous pensez que la dignité des mathématiques est supérieure à la dignité de la chimie et que la dignité de la chimie est supérieure à la dignité de la technologie, qui est elle-même supérieure à la dignité de l'atelier, du carburateur, pour dire des choses comme ça, eh bien, le fait que vous le pensiez va créer véritablement une différence de dignité. Voilà. Il suffit de le croire pour que ça produise des effets, c'est-à-dire les meilleurs élèves, les plus sélectionnés, iront vers des filières. Et c'est tellement intériorisé qu'il y a quelques années, je peux le dire, j'avais souhaité que les professeurs de lycées professionnels interviennent dans les collèges pour donner quelques esquisses de formation professionnelle dans les collèges. Les professeurs de collège, fort progressistes comme il se doit, avaient trouvé que c'était absolument indigne du collège que de recevoir cela, mais plus gênant, les professeurs de lycée professionnel m'avaient expliqué qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de laisser humilier en allant au collège pour être mis dans une salle des profs à part où on ne leur adresserait pas la parole. Bon, autrement dit, cette croyance dans la dignité des disciplines, eh bien, elle devient réelle. Voilà, elle devient réelle objectivement, ça fonctionne. On pourrait prendre un autre exemple. Si vous faites courir l'idée fausse, selon laquelle il y a des établissements qui sont meilleurs que d'autres, eh bien, au bout de quelques années,
les choix des parents se faisant en fonction de la réputation supposée meilleure ou moins bonne des établissements fait que bien réellement, vous observerez que les établissements sont meilleurs que d'autres. C'est un effet de croyance qui va produire une réalité. On pourrait le montrer encore, je ne sais pas, par exemple, sur des choses beaucoup plus cruelles, sur les vertus de l'en-groupe qui deviennent les défauts du out-group. Bon. Par exemple, nous, on est solidaires. Eux, ils se serrent les coudes de manière pas claire. Voilà. Nous, on est travailleurs. Eux, ils se laissent faire par les patrons, etc., etc., etc. Et ces croyances-là, évidemment, ont des conséquences pratiques. La célèbre histoire, bien connue, sur les grands livres de Zombart, etc., sur l'origine du capitalisme. L'origine du capitalisme et des juifs, c'est salaud de juifs, il n'y a qu'eux qui s'intéressent à l'argent. Effectivement, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose que de s'intéresser à l'argent. Donc, ça prouve bien que c'est quand même des types pas très clairs qui ne s'intéressent qu'à l'argent, puisque les autres ne pouvaient pas s'en occuper. Et on est quand même dans des... Et alors, au bout de quelques générations, évidemment, on peut imaginer que ces choses finissent par se cristalliser, par fabriquer des réalités, d'une certaine manière, socio-culturelles. C'est extrêmement difficile. Je laisse de côté, vu le nombre de femmes qu'il y a ici, toutes les choses sur la vocation des femmes à faire la vaisselle et autres choses, oui, mais qui font que c'est bien vrai. Je vous donne l'exemple d'un livre que j'aime beaucoup d'un de nos collègues qui s'appelle Kaufmann, qui demande pourquoi les femmes finissent par laver le linge. Vous connaissez l'histoire. Alors, vous prenez aujourd'hui un couple moderne, quelques jeunes femmes là-haut en font partie. On se met en couple avec son copain et nous, on va quand même pas faire comme nos parents, hein. On va tout partager. Bon, ça commence toujours comme ça. On est vachement égalitaire. Ça commence toujours comme ça. Et puis un jour, le type, il laisse traîner son slip et ses chaussettes. Et sa copine lui dit, tu devrais les ranger. Et le type répond, moi ça ne me gêne pas. Sauf qu'elle, elle ne supporte pas le slip et les chaussettes qui traînent. Elle les prend, elle les range, et c'est fini. Elle en a pris pour 40 ans de lessive. C'est-à-dire que, je dis ça un peu vaguement par expérience, si vous voulez, mais c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut jamais descendre la poubelle le premier, jamais, jamais. Voilà. Parce que vous allez, c'est un stéréotype, et ce stéréotype va finir par produire des réalités. Alors, il y a aussi, évidemment, des idées fausses qui peuvent devenir vraies, mais au sens positif du terme. Par exemple, tout à l'heure, on l'a dit de manière un peu ironique, mais c'est vrai que dans la formule « si on peut, on veut », il y a quelque chose d'un peu absurde, voire de cruel, mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de gens vous racontent leur vie professionnelle et vous disent « j'ai rencontré tel patron, tel collègue, tel formateur, tel prof, et il m'a fait basculer vers une logique de succès, etc. etc. » Donc, le monde est plein d'idées fausses. Il n'y a pas que les autres qui ont des idées fausses, et ces idées fausses sont robustes pour un tas, comme aurait dit Boudon, pour un tas de bonnes raisons. Les idées fausses ont de bonnes raisons de rester solides, d'une certaine façon, parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles fondent l'identité, et parce qu'elles deviennent vraies. D'une certaine manière, les idées fausses peuvent produire leur propre réalité. Alors, est-ce qu'il faut considérer que d'un côté il y a les idées fausses et de l'autre les idées des scientifiques? C'est bien sûr, les scientifiques, logiquement, ont des idées justes. Ouais. Probablement les scientifiques d'un milieu professionnel qui n'est pas le mien. Le mien, dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est un monde dans lequel il est quand même pas très facile de distinguer les idées fausses et les idées justes. Évidemment, évidemment, on produit des faits. On en parlera tout à l'heure. On sait sur l'école, objectivement, un certain nombre de faits
qui ne relèvent pas d'une idée. Voilà, ce sont des faits que l'on maîtrise. Mais en même temps, la manière dont ces faits vrais sont mobilisés en fait des idées parmi d'autres. Et peuvent même devenir à leur tour des idées fausses. Je vais en prendre deux de ces idées. La première, c'est une idée que les sociologues ont quand même contribué à vulgariser, qui était de dire, on pensait jusque-là que les différences de parcours scolaire entre les enfants, entre les élèves, étaient liées à des choses qui s'appellent les dons, la bosse des maths, etc. Et nous, on va vous montrer, par des statistiques peu contestables, qu'en réalité, ce sont des inégalités sociales qui se reproduisent, etc. Ce qui est largement vrai, sauf que c'est devenu une idéologie et quasiment une idée fausse dans le monde de l'éducation, c'est-à-dire l'idée que le statut social des parents détermine la carrière scolaire des enfants. Ce qui est vrai en moyenne, mais ce qui n'est jamais vrai en distribution. C'est-à-dire que, en moyenne, les enfants de cadre ont de meilleures notes que les enfants d'ouvriers, mais je ne peux pas en déduire que chaque enfant de cadre a des meilleures notes que chaque enfant d'ouvrier. Je peux même me trouver dans une classe où les meilleurs élèves sont des enfants d'ouvriers, les plus nuls sont des enfants de cadre. Il n'empêche que cette idée, le capital social, détermine la carrière scolaire, est devenue une sorte de vulgate d'idées fausses. Et qui a des conséquences un peu, et qui, comme toutes les idées fausses, c'est une idée qu'on va défendre d'ailleurs avec un certain acharnement éventuellement, parce qu'elle peut rendre des services. Après tout, si le destin scolaire des enfants est lié à leur origine sociale, je ne suis plus responsable de ce destin scolaire. Voilà. On pourrait montrer comme ça énormément de choses qui font que d'une certaine façon, une idée qui peut être juste, quand elle est appropriée par les acteurs, va fonctionner comme une idée fausse. On va la plier à son gré. La seconde chose, évidemment, que l'on pourrait démontrer, c'est que aujourd'hui, la science humaine reine, c'est l'économie. Bon, les économistes ont gagné la bataille épistémologique contre les sociologues, je crois qu'on peut dire ça sans s'humilier beaucoup. Les économistes ont acquis l'autorité qui leur permet de parler d'à peu près tout, et cependant, ils disent beaucoup de bêtises. Ils disent beaucoup de bêtises. Quelquefois, ils sont même en train de produire des scénarios et des expérimentations qui démontrent qu'ils ont des idées fausses. Je prends un exemple extrêmement simple pour l'illustrer. Dans une crèche à Tel Aviv, les parents ont l'habitude d'abuser du dévouement des dames qui s'occupent des enfants, des puéricultrices, et arrivent toujours en retard. Bon. Donc on a dit on va leur mettre une amende. Voilà. Parce que dans un raisonnement économique, si je mets une amende à quelqu'un qui arrive en retard, il va faire tout pour ne plus payer d'amende et arriver à l'heure. Mais ce que ça a produit, c'est que les gens ont multiplié les retards en se disant je ne paye pas une amende, je paye un droit d'être en retard. Et ça a été une catastrophe, évidemment, puisque les puéricultrices restaient des heures et des heures, des gens disaient mais je paye. Bon. Autre exemple, on a voulu payer le don du sang pour que les gens donnent plus de sang dont on manque. Mais on s'est rendu compte que presque partout dans le monde, payer le sang, c'était contre-productif parce que ceux qui disaient je donne du sang parce que c'est gratuit et parce que c'est un geste, disaient si on me paye, j'y vais plus. Voyez. Alors je prends ces deux petits exemples, mais comme ce sont des théories qui nous font des leçons du matin au soir, c'est des petits exemples sur lesquels on pourrait réfléchir assez longuement pour montrer que des théories qui après tout ont l'air évidentes, dès qu'elles rentrent dans la vie sociale, peuvent à leur tour fonctionner comme des idées fausses. Donc le monde n'oppose pas simplement les idées fausses aux idées justes, d'une part, même si quand même il y a des idées plus justes que d'autres,
Il y a des idées, il y a des faits, il y a des données, il y a des faits, aurait dit Durkheim. Et puis il y a de l'histoire aussi, quand même, qui n'est pas simplement la mémoire que les gens ont du passé. Mais en même temps, je crois que quand on veut agir politiquement, quand on veut transformer les choses, alors qu'on peut être très légitimement excédé, agacé par les idées fausses des autres, ce qui est souvent d'ailleurs ma réaction, il faut penser que les idées fausses des autres reposent sur de très bonnes raisons d'avoir des idées fausses. Et que donc c'est pas si facile que ça de lutter contre les idées fausses. Voilà. Merci François Dubet. On va pouvoir déjà mettre en discussion cette idée qu'on reçoit là, puisque un des premiers aspects des idées reçues, c'est peut-être un principe d'économie, c'est qu'on n'a pas à démontrer toutes les idées auxquelles on adhère, et fort heureusement. Ce qui facilite la vie. Ce qui facilite la vie, puisque d'abord on n'a pas forcément toutes les compétences requises pour démontrer un certain nombre d'idées, et puis un autre élément sûrement très heureux finalement, c'est que si, surtout au moment où on parle de société de la connaissance, on pourrait avoir le fantasme qu'on va produire des connaissances qui rentreront dans la vie sociale serait tout à fait juste, et finalement il n'y aurait plus d'enjeu du politique, il suffirait de s'en remettre à des scientifiques qui définiraient ce qui est juste et pertinent, et on se rend compte que c'est plus compliqué. Vous parliez d'économie tout à l'heure, moi ça me faisait penser à cet ouvrage de Steve Keen, L'imposture économique, préfacé par Gaël Giraud. Il semble que ça fait des années, alors on évoquera peut-être ces questions-là avec Éric Verdier, parce qu'il est à la fois économiste et sociologue, mais en tout cas il y a des principes d'économie qui sont maintenus, et on voit bien qu'il y a derrière ça des questions d'enjeux, de position sociale, d'identité, etc. Mais finalement, donc s'il n'y a pas d'un côté des idées justes qui s'imposeraient, y compris parce que les chercheurs eux-mêmes sont traversés par des idées qui peuvent être fausses, ils sont citoyens, que dans les sciences humaines et sociales, c'est toujours un peu compliqué de préciser d'où on parle, ça signifie que finalement ces questions-là restent des questions démocratiques, des questions politiques. Alors moi, je faisais référence pendant que vous évoquiez les propos de Jacques Julliard sur le drame, la catastrophe annoncée de la disparition du latin, c'est dans le Courrier international, il y a un numéro, le dernier, il concerne justement comment ça se passe dans les autres pays, et c'est die Süddeutsche Zeitung qui évoque un propos de Charles Péguy en 1902, qui disait qu'en fait la baisse de l'enseignement du grec et du latin, c'est la fin de tout. C'est l'anéantissement de toute une culture, une poignée de démagogues et de socialistes professionnels réussirait là où ont échoué révolution et hordes barbares. Alors finalement, le débat n'évoluerait peut-être pas beaucoup. En un siècle, là, ça n'a pas beaucoup changé tout ça. Je regrette que vous n'ayez pas pu avoir Antoine Pro, parce qu'Antoine Pro a une mémoire merveilleuse de ça. Et on en parlait il y a quelques semaines, engagé dans les mêmes querelles, du même côté d'ailleurs, dans les mêmes querelles. Et on évoquait 1902, la réforme du lycée de 1902. La réforme du lycée de 1902, je vous rappelle ce que c'est, ça veut dire qu'on pourra avoir un bac honorable sans latin et sans grec. Le bac est passé par 2,3% des enfants d'une classe d'âge à l'époque. Vous voyez donc l'enjeu considérable, etc. Et Péguy, qui est actuellement... ça m'énerve trop de parler de Péguy. Bon. Et Péguy fait partie de ceux qui dénoncent la fin de la civilisation. Si on parle plus latin au lycée, à quoi ça sert? C'est foutu. Et il y a un très beau livre d'ailleurs d'une dame qui s'appelle Viviane Isambert-Jamati, qui a étudié les discours des proviseurs des lycées, des discours de distribution des prix des proviseurs de lycées français entre 1902 et 1914. Et tous les proviseurs de lycées qui font des discours de distribution des prix, vous voyez ce que c'est en 1902, il y a un lycée, grosso modo, par département, où vont tous les enfants de la bourgeoisie, là, tout le monde est là, il y a le préfet, il y a l'évêque, le général et tout. Et tous les proviseurs font un discours pour dire aux familles, rassurez-vous, on continue à enseigner à vos enfants des choses inutiles. C'est rassurez-vous, on ne leur enseigne rien qui pourrait leur servir demain à quelque chose. On ne leur enseigne que les beautés de l'esprit, la grandeur de la science, pas la science, la grandeur de la science, etc., etc. Donc, ce sont des choses, et ça, Pro aurait pu nous le raconter. Et comme ça, on parlait avec Pro, il vous dit, mais non, tu te trompes, c'est pas 1902. Déjà,
en 1700, machin, ou déjà en 1879, il y a eu la même histoire, etc. Donc, vous avez sur ces querelles-là un syndrome de répétition qui est sidérant, enfin, d'une certaine manière, je ne sais pas, qui est troublant en tout cas, c'est que chaque fois, vous voyez revenir les mêmes mots, les mêmes arguments, comme s'il y avait chaque fois les mêmes peurs, les mêmes... Mais pas toujours portés par les mêmes courants politiques. Toujours. Et avec des choses qui évoluent peut-être, ou en tout cas dans les positionnements. Aujourd'hui, Jean Zay entre au Panthéon, nous sommes un certain nombre à nous en réjouir, mais sa réforme de l'instruction publique, au moment du Front populaire, 1938, la création de la classe d'orientation, c'est pas quelque chose qui est passé très bien. Alors peut-être qu'on évoquera ces questions-là tout à l'heure avec Jean-Louis Nambrini, parce que dans son parcours très riche, il est aussi géographe et historien, et qu'il s'intéresse à ces questions-là peut-être, et il nous donnera son point de vue, mais on a aussi le sentiment, parce qu'on évoquait l'autre jour le plan Langevin-Vallon, il n'a pas été vraiment mis en pratique, pas du tout, mais en même temps, les gens enfin, il était porté dans une perspective de transformation sociale, de justice, etc. Et finalement, on a l'impression qu'il n'a pas très bien été compris et qu'il y a toujours un soupçon sur ces questions-là. Et est-ce que finalement aussi, dernière question, est-ce que, parce que, on l'évoquait tout à l'heure sur la façon d'accréditer les idées, on ne peut pas faire la démonstration de tout leur contenu, donc il y a des phénomènes de confiance aussi, du capital de confiance, des liens affectifs. Finalement, est-ce que le problème des gouvernements qui tentent des réformes, c'est que ces réformes, même lorsqu'elles apparaissent pertinentes, elles ne sont pas victimes aussi d'un effet de halo du contexte, où l'absence de confiance, le manque de confiance dont ils bénéficient, rend par définition suspect même des projets, en tout cas on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui semblent rejoindre les préconisations que vous formuliez avec Marie Durubella il y a 15 ans. Bon, on en parlera tout à l'heure. Je crois que je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis Nambrini. Il me semble quand même que la moyenne durée historique rend un peu sceptique. Je veux dire, c'est très au-delà de la simple conjoncture politique, si je peux me permettre. Alors je vais prendre des exemples très simples. 1902, c'est très 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 difficile de faire cette réforme. Bon, peu importe. 1928, il y a une réforme qui fait que la classe de 6e de lycée va être gratuite, alors qu'elle était jusque-là payante. Alors pour des raisons de démographie, parce qu'en 1928, il y a des classes creuses de la guerre de 14, il n'y a plus d'élèves, il faut remplir les lycées, etc. Bon, les profs obtiennent en échange l'examen d'entrée en 6e, immédiatement, pour arrêter les barbares. Le plan Langevin-Vallon, j'avais fait un petit bouquin là-dessus pour nous amuser. On avait fait ça avec Mérieux et Claude Allègre. On était allé regarder dans les archives. Le plan Langevin-Vallon est devenu une icône de la gauche, mais au moment où il est sorti, la gauche syndicale scolaire a absolument haï ce plan, et il suffit de le lire pour le comprendre. Imaginez des choses aussi horribles que une part du temps scolaire laissé à la disposition des équipes éducatives. De quoi c'est bordel, généralisé. Tous les collégiens ont une initiation professionnelle. Vous imaginez. Pire, cette initiation professionnelle sera faite en fonction du contexte économique local. Donc, en langage moderne, ça veut dire on livre à la jeunesse ou à la bourgeoisie. Voilà. Donc, en réalité, ce plan a été rejeté. Et comme il a été rejeté, il est devenu une sorte de symbole progressiste. Alors après, on pourrait continuer la longue description. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment pourquoi, et ce n'est pas qu'une affaire d'idées fausses, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi ce monde est si terriblement résistant au changement, alors que, d'une certaine façon, idéologiquement, il s'est toujours situé du côté du progrès, de la raison, des lumières, des avenirs radieux, mais en réalité,
non. En réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est d'autant plus intéressant, si je peux me permettre, que la question de la manière dont on va enseigner dans la classe de 6e relève très faiblement de la conjoncture économique internationale, relève très faiblement des accords internationaux, et qu'on a une souveraineté à peu près entière. Et cependant, sur ces domaines, on a une souveraineté beaucoup plus grande, par exemple, que sur la définition du chocolat, qui est une affaire européenne. Bon, eh bien, on n'y arrive pas. Voilà. Mais c'est pas que des idées fausses, je crois, je vais faire comprendre. C'est que les idées vont... c'est à la fois des émotions auxquelles on est très attaché, à la fois des stratégies, des ruses, des petits mensonges que l'on fait. Enfin, voilà, c'est des représentations qui procèdent voilà. aussi d'enjeux, de rapports Voilà. sociaux, de questions Oui. d'identité, on l'a vu aussi. Peut-être avant de prendre quelques questions ou réactions, sur la dimension historique, moi j'ai été frappé en lisant dans l'ouvrage, c'était je crois celui de Marie Durubella et vous, là, concernant l'hypocrisie scolaire. On a l'idée qu'on est dans un monde qui est quand même un peu plus libéral aujourd'hui qu'au XXe siècle, et en fait, quand on lit, le programme en 1902 était considéré comme un programme maximum. En 1938, on dit que le professeur de français devra considérer qu'il n'est pas dans l'obligation de faire parcourir à ses élèves toutes les rubriques du programme. En 1985, les connaissances fondamentales que l'élève acquiert au collège sont dispensées selon un programme national qui, étant obligatoire, 68 est passé par là pourtant, doit être suivi et traité dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fil de l'histoire du XXe siècle, le programme devient de plus en plus un cadre normatif, incontournable, alors même qu'on est dans un processus qui est celui d'une massification scolaire. On l'a évoqué, mais en 50 ans, en un siècle, on est passé de 1% de bacheliers en gros à 60%, et on peut donc se dire que cette massification implique plutôt la diversité, et on a le sentiment que, alors là pour le coup, les cadres sont de plus en plus contraints, et que ça aussi, ça semble une contradiction, non? Enfin, comment on le justifie ça? Je crois que tout ça peut s'expliquer. D'abord, il faut rappeler que l'école était une organisation jusqu'à il y a 50 ans relativement simple. Vous aviez des écoles élémentaires, des collèges, des lycées généraux, des lycées professionnels et 3 bacs. Quand j'ai passé le bac, il y en avait 3, moi, hein, sciences ex, maths et philo. Bon. Aujourd'hui, il y a combien? 72 formules du bac avec les sous-options. Eric nous parlait l'autre jour de combien? 685 diplômes professionnels en France. Enfin, je veux dire, tout ça est... Bon, on va dire chastement, tout ça est parfaitement illisible. Voilà des choses comme ça. Donc c'est devenu extrêmement compliqué. Et je crois que plus c'est devenu compliqué, c'est ça peut-être le paradoxe, mais là je fais cette hypothèse de sociologie d'organisation, plus c'est devenu compliqué, et plus la formation professionnelle des enseignants est en réalité un peu aléatoire et un peu faible, plus vous avez une tendance à renforcer des mécanismes de contrôle, alors que quand vous êtes dans un système simple, c'est ça, il y avait un sociologue anglais qui expliquait bien, qui s'appelait Bernstein, quand vous êtes dans un système simple, au fond, les gens sont relativement bien formés, ont une tâche à peu près bien définie, et vous pouvez leur dire, prenez de la liberté, c'est pas un problème. Et là, on est plutôt dans une chose inverse. Et on observe effectivement cette tendance qui est un peu désagréable, que beaucoup d'enseignants sont incroyablement respectueux du programme, des méthodes, alors qu'on a des témoignages de l'inspection jusque dans les années 50, c'est assez troublant d'ailleurs, qui disent toujours aux enseignants, écoutez, s'ils n'ont pas fait tout le programme, c'est pas grave, cool, quoi. Bon, l'inspection est plutôt dans ce genre d'injonction. Aujourd'hui, le sentiment de maîtrise du système par lui-même est si faible, parce que c'est quand même ça, le problème du sentiment de maîtrise est si faible, que d'une certaine manière, vous multipliez, alors 2 choses en France. D'une part, vous multipliez les injonctions, il faut faire des ABC de l'égalité, plus de l'éducation à la santé, plus, bon, etc. Ça devient un peu bizarre. Et puis de l'autre côté, vous multipliez les dispositifs.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. C'est-à-dire que ne pouvant pas véritablement changer le cœur de la machine, vous créez, je suis toujours gêné de parler de ça devant un ancien des GESCO et recteur, mais vous créez toujours des dispositifs. Voilà. Vous dites, je ne peux pas leur changer les méthodes pour que tous sachent lire, donc je vais créer des dispositifs pour s'occuper des gamins qui n'apprennent pas à lire. Je ne peux pas les faire tous rentrer dans le moule, donc je vais créer des dispositifs. Et même on en est maintenant des dispositifs de 3e génération. C'est-à-dire que vous avez le dispositif, puis le dispositif qui gère les effets du dispositif, et on va faire un progrès décisif en créant un dispositif qui va créer tout ça. Ce qui fait que quand vous assistez à une réunion, j'étais il y a quelques semaines à Caen de l'éducation nationale sur les enfants qu'on appelle à profil particulier, bon, ce qu'on appelait avant les enfants handicapés, etc. Vous êtes devant une avalanche de sigles absolument terrifiante. Vous êtes dans une secte, quoi. C'est-à-dire que leur vocabulaire est absolument incompréhensible pour quiconque, mais c'est un effet mécanique. Donc je crois qu'il y a des évolutions paradoxales, et moi je ne suis pas convaincu que l'esprit libertaire de 68 ait ravagé l'école. Personnellement, si j'en juge par mes petits-enfants, ils se marrent pas beaucoup. Voilà. Alors, peut-être, on a le temps de savoir comment vous avez reçu ces idées-là et comment elles télescopent les vôtres. Si vous souhaitez développer quelques idées fausses. Voilà. Ou vraies, enfin, voilà. De toute façon, on l'illustrera de façon un peu plus concrète dans la table ronde, puisque là, il s'agissait d'avoir un cadrage aussi général sur ces notions-là, tout en rappelant que voilà, on ne cultive pas des idées plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, sans qu'elles aient une utilité, un rôle. Et c'est ce que François Dubay, je crois, nous a mis en évidence. Ça vous laisse sans voix. Hein. Oui. Michel Théry. C'est une question à François Dubay, parce que c'est souvent des choses qui nous arrivent à nous autres chercheurs. C'est, avez-vous déjà écrit, pensé des idées vraies que vous pensez aujourd'hui fausses? Non. Elles étaient déjà fausses? Non. Non, non. C'est pas ça que j'ai pensé. Je pense que bon, on peut écrire des choses qui sont datées historiquement. Bon, c'est pas ça autre chose. Non, je pense pas ça. Je pense en revanche il m'est arrivé de faire des propositions dont je suis très heureux qu'elles n'aient jamais été appliquées. Ça, c'est une affaire qui est très importante de mon point de vue dans les relations entre les chercheurs et leurs objets. Le chercheur se fabrique très souvent une maquette du monde et dans lequel il dit il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à réformer le système fiscal, il n'y a qu'à faire un prélèvement à la source, il n'y a qu'à... pour l'école, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à obliger les parents à mettre leurs enfants dans des écoles où ils ne veulent pas aller, il n'y a qu'à avoir un système de formation des profs qui les rend tous généreux, intelligents et dévoués, il y a qu'à... Bon, voilà. Donc les sociologues, ils peuvent faire ça. Ou alors ils ont une formule en général que j'aime beaucoup, ils disent il n'y a qu'à abolir toutes les inégalités sociales pour que l'école fonctionne enfin bien. Bon, c'est une hypothèse légère, facile à réaliser. Bon, donc je suis plutôt content quelquefois parce que quand on se heurte à l'action publique, on découvre une autre face du monde social qui est l'ambivalence des choses, la complexité, le fait qu'il y a des intérêts. Je vais prendre un exemple qui m'avait beaucoup troublé. Longtemps, je pensais quand même profondément que les gens qui ne respectaient pas la carte scolaire étaient quand même plutôt de mauvais citoyens. Voilà. Depuis longtemps, je ne le pense plus. Et donc, je pense que si on veut réfléchir en termes d'égalité scolaire, il faut prendre acte du fait que les parents ont un niveau d'information sur le système
qui leur permet de choisir l'établissement et qu'il est très difficile de leur dire, vous vivez dans une société, vous pouvez choisir votre Dieu, votre machine à laver, votre sexualité, tout, mais pas l'école de vos gosses. Je crois que, franchement, on aura du mal. Bon, franchement, on n'y arrivera pas. Ça, c'est des domaines sur lesquels j'ai plutôt changé, mais au fond, c'est un effet de recherche aussi. C'est-à-dire que ce qui m'avait beaucoup troublé, c'est d'aller dans des quartiers populaires où les gens disaient très simplement, ils disaient, je vis dans un quartier difficile, le collège est infâme et on m'oblige à y mettre mes gosses, alors qu'aucun enseignant n'y a jamais mis les siens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Salaud! Sois républicain pour tes profs. Non, c'est pas possible. Bon. Donc à partir de là, vous rentrez dans l'idée que c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Je pense que c'est plutôt des choses comme ça qu'on apprend. C'est que ce qu'on appelle la vie sociale, c'est pas complètement la lutte du diable et du bon Dieu. Voilà. Et que tout le monde est un peu le diable et tout le monde est un peu le bon Dieu. Et que donc c'est pas si simple. Mais je suis souvent agacé par la littérature sociologique, je ne le cache pas, qui prend une position morale, surplombante, il n'y a qu'à, il faut... Je sais pas, quand j'explique à mes collègues qu'un couple de profs agrégés, ça fait partie des 5% les plus riches des salariés français, et que quand ils disent qu'il faut que les riches payent, eh bien, il faut qu'ils s'y mettent et qu'ils me traitent de salaud, voilà. Voilà. Je considère que le monde est plus compliqué que je le supposais. Voilà. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu désagréable. Voilà. C'est quelque chose qu'on a appris aussi avec l'UFEO. Certains se souviennent peut-être du propos des clowns analystes, une année, qui avait dit que la somme des éclairages ne produit pas toujours la solution lumineuse. Et effectivement, les sciences sociales et humaines, elles sont au pluriel. La réalité sociale est donc complexe. Il n'y a pas une science des sciences qui va éclairer le social, et donc leur mobilisation peut apparaître aussi contradictoire. Ça laisse de l'espace aux politiques. En tout cas, je crois que c'est aussi ce que l'UFEO a permis depuis 20 ans de mettre en évidence. C'est pas le maître du temps, c'est Thierry. Il y a une pause maintenant, donc c'est la pause. Voilà. Merci à tous. Que contient la réforme du lycée? L'accompagnement personnalisé, les enseignements d'exploration en seconde, qui sont une approche pluridisciplinaire des sujets,